Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va s'articuler autour des deux principaux sujets. D'abord, les dossiers Minembwe, on en parle et on en parlera toujours. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minembwe? Pourquoi on cite ou on pointe du doigt Azarias Rouberoa? Pourquoi on a décidé d'ériger Minembwe en commune rurale sous Félix Tshisekedi? On en parle au cours de cette émission et puis on va aborder la question de la remise et reprise bloquée entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces énièmes reports? On en parle avec Maître Jonathan Gwele, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Hervé, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à la grande équipe de Congo Base Télévision. Il faut également dire qu'ici, il nous a été fait obligation d'intervenir sur le plateau des télé en qualité de politique et non des juristes ou maîtres. En tout cas, il faut vraiment faire attention à ce point-là. J'aimerais également remercier tous les Congolais qui, du reste, ne cessent d'être meurtris chaque jour et qui souffrent de la pauvreté imposée par les systèmes actuels, qui par manque de politique de gouvernance et par manque de leadership idéal. La pauvreté est imposée par les systèmes actuels. Exactement, parce qu'un régime... On parle de la pauvreté depuis. Voilà. Depuis 60. C'est pourquoi nous devons continuer à être pauvres. Non, à un certain moment, il faudrait que ça s'arrête. Et allant aux élections en 2018, nous avons espéré qu'après, nous assisterons à une recrudescence du taux élevé de la pauvreté, à de meilleures conditions de vie, d'autant plus que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont combattu jadis pendant 37 ans pour une social-démocratie. La social-démocratie voudra qu'on puisse avoir, non seulement qu'il y ait du courant, mais il faudrait que les gens mangent à satiété et que nous ayons des conditions de travail idoines et décentes avec des salaires appropriés. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci. Pour ne pas oublier ce que j'ai l'habitude de le dire, je pense qu'au travers de nos réflexions, la République va évoluer. Très bien. Alors pourquoi les ports de ces brassards noirs? Je crois avoir déjà répondu une fois à cette question, mais je me fais le privilège de répondre pour une seconde fois. Vous savez, notre pays ne cesse de connaître des morts chaque jour. Nous avons un rapport qui a totalisé en l'année 2020, aujourd'hui 10 ans, qui est le rapport Mapping, où des milliers de Congolais ont perdu la vie. Et également actuellement à l'est de la République, notamment à l'Ituri et au deux Kivu, sud et nord Kivu, les Congolais sont meurtris chaque jour. Et je pense également à tous ces martyrs de l'indépendance. Là, je vois aussi Mukende, je vois Thérèse Kapanga, là, je vois Floribert Chebeya et Arma Tungulu. Donc, il y en a plusieurs. Et nous pensons que pour nous, porter ces brassards noirs signifie pour nous la continuité du combat qui est emmené. Donc, si nous avons ces brassards noirs avec nous, nous avons la lettre motive de tous ces martyrs de l'indépendance et nous pensons que ces brassards nous motivent et nous donnent encore de quoi continuer notre lutte. Très bien, puisque vous évoquez la question des martyrs, moi j'aimerais qu'on puisse aussi embrayer par rapport au séjour du président de la République à Goma. Le président qui descend à Goma dans un contexte d'insécurité généralisée. On parle des tueries à répétition, la population qui est obligée de fuir ou de se replier dans des brousses et vivre dans des conditions extrêmement difficiles et même inhumaines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la population du Grand Kivu peut espérer du passage du président de la République dans cette partie de la République? Merci Hervé pour la question. D'emblée, j'aimerais dire qu'ils ne peuvent pas espérer. Pourquoi ils ne vont pas espérer? Simplement parce que déjà, le contexte de cette venue est caractérisé par plusieurs reports. En réalité, nous aurions dû avoir cette descente accompagnée d'un mini-sommet qui, du reste, devait mettre autour d'une table et tous les chefs. Que les mini-sommets vont se tenir par vidéo. J'arrive. Ces mini-sommets qui invitaient ses homologues chefs de l'État à être sur place. Pourquoi? Parce que pendant que vous discutez État, des coups de balles retentissent, ça donne une autre connotation à la discussion. Ça aurait dû être le moment où les gens allaient se dire des vérités. On aurait dû établir des responsabilités pour que dans les perspectives, nous puissions envisager des solutions, des sorties. Mais imaginez qu'aujourd'hui, c'est par la volonté d'un chef d'État. Je cite Paul Kagame qui dit qu'il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, il a dit comme ça. Et notre gouvernement propose... Il n'y a pas que lui. Il y a aussi les présidents burundais qui estiment qu'il ne peut pas se mettre autour d'une table. Il est venu après, c'est ce que j'ai dit. Les Rwandais. L'arme déclencheur, c'était Paul Kagame. Quand il a annoncé qu'il ne pouvait pas venir, Museveni vient après, et puis Ndayishimiye qui s'est ajouté après. Maintenant, posons-nous la question. Si, pour se déplacer, pour venir parler de questions essentielles qui est la vie des plus simples citoyens, vous ne pouvez pas avoir le temps pour ça. Est-ce que vous allez avoir le temps par vidéoconférence pour échanger?
L'autre qui fait sa vidéoconférence, il est sur terrain et vous dans de bureaux climatisés. Ça dérange. Moi, je pense, et c'est ce que j'ai toujours préconisé, la solution dans une crise qui implique les coups de balle ou qui implique les armes à feu peut se régler ou se règle toujours par des armes à feu. Pourquoi? Parce que celui qui vous attaque, il n'attend pas de vous une négociation. Il attend que vous puissiez laisser ce territoire-là et que lui puisse faire ses sales besoins en vue de profiter de ce qu'il peut profiter. Je donne un exemple clair. L'armée zambienne a occupé le Congo et le gouvernement de la République a donné un moratoire de 5 jours. Vous pouvez imaginer ça. Une armée étrangère qui occupe votre territoire et vous lui donnez un moratoire. Et on apprend même que ces rebelles zambiens ou les troupes zambiennes n'ont jamais quitté la RDC. Voilà. Et dans l'entretemps, ils perçoivent de l'impôt, ils violentent nos femmes, ils pillent nos brebis. Et qui en perd? C'est les Congos. C'est pourquoi nous pensons, nous, c'est simplement une petite visite, comme il venait de le faire il y a peu de temps en Belgique, une visite privée où il va voir les gouverneurs, il va voir les bourgmestres, des minimums installés. C'est sur fait cette visite-là qu'il va faire. Mais du point de vue concret, du point de vue réalité, parce que moi, je vais poser une question aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas vous qui allez me répondre, mais la réalité de la politique sécuritaire du gouvernement qui est parrainée par M. Antoine et laquelle? Quelle est la politique de sécurité de ce gouvernement Ilokambo? Il n'y en a pas. C'est pareil pour d'autres aspects. L'aspect gouvernance, la politique de gouvernance, il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous avons vu un ministre aller installer un bourgmestre sans avoir les cutus d'un gouvernement de la République. On va en parler. C'est fait toutes ces questions-là. Donc, nous pensons, nous, que cette visite aurait dû avoir son ampleur, aurait dû avoir un offre de soulagement pour les Congolais, si et seulement si ces chefs d'État se seraient déplacés. Pourquoi? Parce d'aller vivre sur terrain les réalités de ces populations-là. Est-ce qu'on a besoin des Kagame, on a besoin des Museveni et de l'Angolais pour résoudre ou apporter des solutions à une question qui concerne les Congos? Voilà. Moi, je n'appelle pas ça pour résoudre, mais pour leur faire voir ce qu'ils ont fait du Congo, ce qu'ils ont fait de ces territoires-là. Vous imaginez aujourd'hui qu'il y a des familles qui peinent à se reconstituer à cause de la guerre. Papa est parti de l'autre côté, maman est partie de l'autre côté, les enfants de l'autre côté. Les familles ne se reconstituent plus. Maintenant, appeler la personne qui est prétendue être auteur de cela, qui vient vivre comment est-ce que nous vivons en insécurité permanente, ça serait une façon pour nous de lui faire comprendre que ça doit prendre fin. Si tu continues, nous serons obligés de riposter. Parce qu'avec le gouvernement actuel, c'est toujours la voie de la négociation qui est promue. Mais nous pensons, nous, qu'à un certain moment, la voie de la négociation, la voie de la diplomatie a échoué. Il faut donc maintenant appliquer les rapports de force. Maintenant, dans les rapports de force... Est-ce qu'on a les moyens? J'arrive. Les rapports de force impliquent des moyens. Les moyens veulent dire équiper l'armée, former les militaires et les motiver. Si aujourd'hui un militaire qui monte dans un avion cargo d'abord, qui du reste n'est pas très confortable pour lui, et qui va en guerre sans laisser de quoi manger à sa famille, vous allez imaginer que ce militaire-là va combattre loyalement? Non. Donc si de l'autre côté, on l'invite, on dit, bon là on te donne 10 000 $, désert, et il va le faire. L'armée américaine, je suivi un documentaire où on envoie un militaire avec plus de 100 000 $ en poche. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir des informations, il doit payer les gens, il doit payer les lieux où il sera, il a besoin de ces motivations. Nous sommes incapables de donner ces motivations à nos militaires. Et puis, ces pouvoirs d'injonction, ce pouvoir de dicton qui peinent toujours à venir sur nos militaires. Nous avons vu en son temps Bouzamabe qui nous dit, donnez-moi les faveurs, j'attaque. On l'a rappelé à Kinshasa et nous connaissons la suite. Nous l'avons vu avec le général Baouma, nous avons vu avec le général Mamadou Ndala. Donc, sur fait toutes ces questions-là, nous devons d'abord structurer notre armée, l'équiper, les doter de moyens idoines pour que ces militaires-là puissent combattre. Parce qu'ils ont la volonté, il faut le dire. Chaque jour, nous les voyons au front. C'est pour dire qu'il y a déjà la volonté. Mais la volonté à lui seul ne suffit pas. Il est certes vrai, d'aucuns nous diront, qu'ils travaillent sous serment, ils travaillent sous drapeau. Mais travailler sous drapeau ne veut pas dire être sous-motivé. Très bien. Alors, j'ai suivi il y a quelques jours le ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo. Il a déclaré que dans 6 mois, on ne parlera plus de la guerre à l'Est. Mais la question, elle est simple. Monsieur le ministre, je vous adresse cette question. Dans 6 mois, on ne parlera plus de guerre à l'Est. Vous allez faire quoi? Ce fait là la question. On va mater tout, c'est compris. Sous paix, ils ont fait de mise en place. Bien que contestés, ils ont fait de mise en place. Il y a de nouveaux généraux qui ont pris des fonctions. Mais qu'est-ce que nous entendons? Il y a toujours des cas de mort. Vous pouvez imaginer dans une république comme la RDC, la Codeco entre en Ituri et en sortant, c'est l'État qui donne des véhicules qui les ramène à la brousse. Pouvez-vous imaginer ça?
Béni, un bon matin, les gens s'élèvent. Il y a oui, à Béni, il y a des gens qui sortent là, ils sortent de nulle part, ils s'identifient selon un petit groupe rebelle, et puis ils repartent comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, ministre? C'est pourquoi je l'ai dit, ils n'ont pas une politique de gouvernance en matière sécuritaire. Parce que s'il y avait cette politique sécuritaire, nous aurions dit entendre parler de ces rebelles-là à mi-voix. Parce que maintenant, là, ils font parler de... Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens. Là, il faut le dire. C'est les rebelles qui nous dictent maintenant leurs lois. Pourquoi? Parce que la République a failli. Et malheureusement, nous avons un gouvernement qui, de temps en temps, va réconcilier avec ces rebelles. C'est en fait là la question. Le mal est parti de la volonté de vouloir migrer ces rebelles-là dans l'armée. C'est en fait là la question. La plupart des généraux que nous avons ici, ce sont des anciens rebelles. Pour pactiser avec... Parfois même non formés. Voilà. Il y a même de ces groupes rebelles-là qui ont été migrés en parti politique. Vous imaginez ça? Donc, du fait qu'il est dans l'armée maintenant, là, il a les yeux et les oreilles dans l'armée. Donc, il sait voir, voilà. Et il donne des informations à ceux qu'il a laissés dans la bourse. Parce qu'il faut le dire, les groupes rebelles ne se dissoudent pas facilement comme ça, hein, du jour au lendemain. Il n'y a que de quelques éléments qui en partent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour un gouvernement? Il faut définir la politique sécuritaire. De un. Et de deux, équiper et outiller les éléments en présence. C'est tout. On pouvait imaginer dans 10 ans, voir des paisibles jeunes hommes être formés en militaire à Kinshasa. C'était impossible dans 10 ans. Mais maintenant, on peut le voir à Kinshasa, à Kingabo. Il y a des gens qui ont appris à manier les armes. Donc, nous posons la question et nous avons notre réponse. Monsieur le ministre, dans 6 mois, vous n'allez rien faire parce que votre politique sécuritaire n'est pas connue. Donc, vous ne faites pas confiance aux propos ou aux promesses du ministre délégué à la Défense. Vous savez, Hervé, pour faire confiance, il faudrait connaître la personne. Si je dis je fais confiance à Hervé parce que je sais que plusieurs fois Hervé a tenu parole. Ils sont à mi-mandat, donc 2 ans et demi que ce gouvernement est en place. Et il a fait cette déclaration à l'occasion de sa première année, je dirais, de l'an 1. À la tête de ce ministère-là. À la tête de ce ministère. Daniel Nyuki, l'ancien commandant la sécurité arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez après combien de temps il a été enterré? Après plus de 6 mois. Et il appartient dans ce ministère-là. Donc, quel est le bilan que lui, ministre, va donner de son secteur? C'est en fait ça la question. Tous nos anciens commandos ici, ils sont en cours de journée en train de demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait pour eux? Les gens qu'on appelle communément les blessés de guerre. Les blessés de guerre. Ils sont là en train de demander de l'argent à mi-chemin. Donc, nous pensons, nous, que la meilleure des questions qu'il faut nous poser, ou les meilleures initiatives à donner, c'est nous définir une politique sécuritaire. Alors, les ministres parlent aussi de la complicité, de l'infiltration au sein de notre armée. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression les gens se voilent la face. Ceux qui financent les groupes rebelles, ils sont connus, ils sont très bien identifiés, ils sont membres du gouvernement, ils sont propriétaires des entreprises, ils sont actionnaires par-ci par-là. Mais comment notre justice ou notre gouvernement n'arrive jamais à traquer ces gens? Là, j'aimerais encore dire une chose. Le ministre nous rejoint pour dire simplement que les services de renseignement militaire ne travaillent pas. Parce que s'il faut parler de l'infiltration, qui sont les premiers aussi, la complicité, qui sont les premiers à être informés? C'est les renseignements. Pour dire, voilà, j'ai appris. Voilà, j'ai entendu. Il faudra que nous puissions, sur base de notre politique sécuritaire, faire ça. Maintenant, quand le ministre dit que nous sommes infiltrés, il y a de la trahison et tout. En même temps, c'est pour dire les mettre à faire la guerre dans 6 mois. C'est pour dire qu'ils n'ont pas d'information. Donc déjà, il faut commencer d'abord, monsieur le ministre, à vous rassurer que vos services d'information vous informent suffisamment. Et de deux, nous mettre en place cette politique. J'insiste sur l'aspect politique sécuritaire. Pourquoi? Parce que les États-Unis, par exemple, ils vont me dire que je suis allé chercher aux États-Unis. Je prends l'Algérie, par exemple. La politique sécuritaire, depuis la nuit des temps, c'est que pas un pas sans qu'il y ait un officiel ou un membre de la police ou de l'armée. Donc, quand tu marches, il y a quelqu'un à tes côtés. Tu ne le connais pas. Il est peut-être en civil, mais il travaille pour l'État. C'est pourquoi même en Algérie, les chauffeurs qui vous prennent dans les taxis, il faut être prudent. Au Corée du Nord. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Déplorer la dictature et consort. Donc, il s'y penche dans la question sécuritaire. Mais il y a que nous qui négligeons les renseignements. Nous pensons, nous, que nous pouvons tout faire qu'en envoyant des gens sur le terrain. Vous avez même des gens qui viennent devant vous. Ils s'apprécient de cette qualité-là. Alors que nous voulons voir les réalités sur le terrain. Nous voulons voir la matérialisation de cette présence-là. Mais pas vous bomber la poitrine pour dire que je suis de. Non. Prouvez-nous de quoi vous êtes en nous évitant les attaques, en nous évitant les incursions. Parce que moi, je trouve mal. Codeco entre et il sort. Nous n'en étions pas informés. On ne s'est jamais anticipé.
Ça dérange. On Ça fait fait que mal à subir, l'aise. encaisser. Donc nous pensons, nous, qu'il est grand temps, au lieu de nous donner des discours, parce que nous allons compter. Vous, de la presse, vous êtes très vigilants à ces histoires-là. Et je pense que Nico Faye également va nous aider. Nous allons compter les 6 mois. Et si dans 6 mois, il n'y a pas de réalité, nous allons dire quoi, ministre? Et malheureusement, ici, les gens n'ont même pas Comme de les l'émission. ridicules ne tuent pas, il va partir, il ne va même pas répondre. Simplement parce qu'il a donné de mots sans se rendre compte de réalité de la concrétisation de son équipe. Parce qu'il faut le dire, il est membre d'un gouvernement. Le gouvernement, c'est tout un corps. Parlons du dossier Minembwe. Minembwe qui est érigé aujourd'hui en commune rurale. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui fâche réellement dans cette affaire? Merci beaucoup. Il faut déjà rappeler aux Congolais que le dossier Minembwe date de 2013. Si je me trompe, ça devait être le 13 juin. En tout cas, ça date de 2013. Mais après que le Premier ministre à l'époque, je crois que c'est Matata Pogno, et il y avait pour ministre de la Défense Richard Mouyej, et il signait cet arrêté, les gouvernements de Mouyej était ministre de l'Intérieur. Les gouvernements de la République, de tous ces conseils des ministres qui suivaient, a refusé la mise en place. Et il s'est fait que même le Premier ministre qui venait après lui, tous à l'unanimité ont refusé de mettre en place ces décrets. Maintenant, là, la nation va noter que c'est sous les règnes de M. Antoine que Minembwe est érigé en commune rurale. Pourquoi les mettre en place maintenant? La première question. C'est la grande question même. Pourquoi les mettre en place maintenant? De deux, pourquoi les ministres s'est déplacés sans en informer les gouvernements de la République? Vous pensez que les premiers ministres n'avaient pas été saisis? J'ai lu les 6 derniers comptes rendus du Conseil des ministres, depuis la 54 jusqu'à la 58e. On n'a jamais abordé la question. Donc, dans les 1 mois précédents, on n'a jamais abordé la question. Je me pose la question. Il a simplement pris les décrets, qui du reste dataient de 2013, avec les bourgmestres nommés par Bruno Tshibala, il descend avec. C'est au fait là la question que je me pose. Et j'ai la réponse, simplement parce que nous avons toujours dit que les jouisseurs n'auront rien à faire de l'intérêt supérieur du Congo. Leur intérêt, c'est prendre de l'argent, acheter de maisons, construire, prendre nos femmes, et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution nous dit que la RDC est souverain dans son agglomération. Tous les territoires appartiennent au Congo. Là, nous sommes d'accord. S'il faut ériger de nouvelles communes, nous sommes d'accord. Mais dans quel contexte et pour quelle finalité? C'est en fait ça la question. Depuis 2013, ils ont pris les décrets, mais incapables de l'appliquer. Depuis 2013. Et en 2020, 7 ans passés. Et en 2020, quelqu'un vient l'appliquer. C'est pour dire clairement qu'il est là pour faire la continuité du système passé. Pourtant, nous, en 2018, nous avons voté pour la rupture. Bien que M. Nanga et son équipe nous ont imposé des députés qui nous dansent en libre parce de nous proposer des projets de loi. Oui, mais puisque vous évoquez la question de la mise en place de cette ordonnance, comment expliquez-vous aujourd'hui, pour l'installation ou l'érection d'une simple commune, on fait déplacer l'ambassadeur américain ici en RDC, il y a le ministre de la Défense qui était présent, et même il y a un caucus de quelques députés nationaux, dont Daniel Safou, qui se sont rendus à Minembwe. Comment expliquez-vous cela? Moi, je pose une question simple. Est-ce qu'il y a des agendas cachés? Non, il y en aura. Et je suis convaincu qu'il y en a. Posons-nous la question simple. Nous l'avons déjà posé. Pourquoi l'installer maintenant? C'est en fait ça la question. Si pendant 7 ans, les plus grands des jouisseurs n'ont pas pu, et dans 10 ans et demi, vous l'installez. C'est en fait ça la question. Et puis, quand on érige de nouvelles communes, il y a ce qu'on appelle la procédure d'installation. Il faut doter, trouver les nouvelles infrastructures, le bureau et tout. Tout ça ont déjà eu lieu en amont. Qui a construit tous ces bureaux-là? C'est en fait ça, s'il n'y avait rien à cacher. Et puis, les décrets de Matata parlent, je crois, de 8 ou 9 nouvelles communes qui doivent être érigées. Pourquoi commencer par Minembwe? Et pourquoi ne pas aussi commencer par Minembwe? Non, moi je pose une question. C'est Minembwe qui n'a pas eu le droit de voter son chef de l'État. Ça, on ne dit pas aux Congolais. Hein. Et ils n'ont pas voté. C'est Minembwe qui est meurtri chaque jour. C'est Minembwe où les gens sont déplacés en masse. C'est Minembwe où les éleveurs ont difficile à élever leurs troupeaux. Pourquoi commencer par là? C'est fait ça la question. La priorité de Minembwe actuellement, c'est la sécurité. Mettez ce peuple-là en sécurité.
Et non les installer les bourgmestres et les adjoints. Non. Parce qu'aujourd'hui, installer un bourgmestre, installer je ne sais même pas comment appeler ça, inviter les ambassadeurs. Je ne sais pas l'autre là s'il est devenu infirme ou bien parce que je l'ai vu assis sur les sols. Mais je pose une question. Lui qui est ambassadeur. Le monsieur, il ne lui manque seulement qu'il a la nationalité congolaise. Il fait tout maintenant comme... Et il semblerait même qu'il est dans le couloir de la présidence ces derniers temps. Nous ne savons pas s'il est maintenant conseiller là-bas ou bien. Nous posons la question ensemble. Les États-Unis... Il fait partie aussi de l'équipe d'avance qui attend les présidents à Goma. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, c'est la nation la plus égocentrique du monde. Même quand ils disent que les dieux bénissent, ils disent pas qu'ils bénissent le monde, hein, les États-Unis. Et vous allez voir un citoyen américain qui se déplace comme ça là sans avoir de gain. Ou sans voir l'intérêt de son pays être rassuré. Donc nous sommes convaincus que la complicité actuellement, c'est éventuellement ériger Minembwe en commune rurale pour que la question d'identité qui se pose là-bas puisse être réglée. Parce que la vraie question de Minembwe, c'est la question d'identité. Il y a certaines personnes qui se réclament appartenir à ce coin-là et d'autres qui disent ne pas connaître ceux qui se réclament de là. C'est en fait dans la question. Je ne verrai pas moi ici entrer dans ces débats qui, du reste, ne font que créer la division. Mais je pense que la volonté de vouloir aller vite pour installer cette commune rurale tend à donner un petit coup de soulagement à la question d'identité. On a assisté récemment à une sorte de guerre entre les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, et celui de la décentralisation, Azarias Roubert, en ce qui concerne les prérogatives de chacun. Alors aujourd'hui, qu'on parle de la territorialité, est-ce que ce n'est pas aussi, en quelque sorte, pour Roubert, piétiner sur les prérogatives du ministre de l'Intérieur? Voilà, je crois que cette question devait trouver sa réponse dans la loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Parce que c'est cette loi-là qui devait, en réalité, donner des prérogatives et des compétences à tout un chacun. Mais comme il n'y a pas cette volonté de vouloir vivre ensemble, en fait, c'est là toute la question. Quand on est dans un gouvernement, chacun est censé maîtriser ses prérogatives et ses orientations. Mais si déjà, dans ces gouvernements-là même, la directive n'est pas là. Il y a des ministres qui se neutralisent entre eux. Voilà. Donc, il n'y a même pas de directive. Il n'y a même pas une impulsion pour dire que non, je pense que mon gouvernement doit fonctionner comme ça. Il n'y en a pas. Il y a l'autre qui signe alors qu'il n'a même pas reçu le droit d'être intérimaire. Est-ce que ceci, mais ce n'est pas la conséquence d'avoir un gouvernement pléthorique? Non seulement pléthorique. Il y a des ministères dédoublés aujourd'hui. Voilà. Non seulement pléthorique. La décentralisation qui était rattachée à l'intérieur est maintenant un ministère autonome. Et on a ajouté réforme institutionnelle et trucs comme ça. Il y a un ministre de la Défense et un ministère délégué à la Défense. Les grands problèmes, c'est ça. Pour satisfaire plutôt les besoins personnels et pour que tout le monde trouve de quoi avoir du carburant de l'État, pour avoir des escortes, on a multiplié les gouvernements. Nous en avons 66. Vous imaginez combien l'État perd chaque mois pour payer le véhicule de l'État qui roule avec le carburant? Vous savez combien l'État perd plutôt pour financer ces gouvernements-là le mois? Donc nous pensons, nous, que la jouissance étant le leitmotiv de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, la conséquence, elle est simple. Ils vont se chevaucher dans les compétences et la fin, il y aura même de ceux-là qui vont se battre dans des bureaux. Alors aujourd'hui, que Azarias Roubert a conduit cette affaire d'une manière cavalière, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui au niveau du gouvernement? À rien, parce qu'ils ne sont... Ou même du Parlement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à une sorte d'interpellation des Roubert au niveau de l'Assemblée nationale? Si nous avons vu le ministre, membre de la commission défense de l'Assemblée nationale, être membre de la délégation là-bas, vous pensez, vous, qu'il y aura un député qui va interpeller Roubert? J'ai appris qu'il y avait une motion incidentielle, des trucs comme ça. Mais je ne donne pas long fait à ça. Pourquoi? Parce que cette entreprise criminelle a bénéficié de la bénédiction de la plus haute institution jusqu'à la fin. Donc nous pensons, nous, qu'ils l'ont fait en complicité avec les sources internes. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois mal un ministre du gouvernement qui se déplace pour aller installer une commune sans en informer son gouvernement. Moi ça me met très mal à l'aise de parler de cette façon-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en étant majoritaire au Parlement, ils peuvent tout faire. Et l'autre qui l'accompagne dans sa jouissance, le laisse. Il est pas malheureusement, ni les premiers ministres, ni les présidents de la République. Personne ne dira un mot sur ça. Personne. Soyez rassurés avec personne. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. L'intérêt, c'était celle-là. Très bien. Vouloir mettre en place pourquoi Kabila a refusé. Ce fait ça. Kabila, pendant 17 ans,
a refusé de mettre en place ces communes rurales-là. Mais pendant 2 ans et demi, vous le mettez en place. Très bien. Parlons de Lamouka et de cette remise et reprise bloquée entre Martin Fayoul et Adolphe Mouzito. J'ai lu les communiqués annonçant les reports de cette cérémonie. Selon ces communiqués, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne sont pas d'accord sur quelques points qui devraient figurer dans les communiqués finaux transmettant les pouvoirs à Martin Fayoul. Quels sont aujourd'hui ces points de déblocage qui empêchent Martin Fayoul de diriger la coalition Lamouka? Vous parlez de blocage, moi je m'étonne de ces vocables-là, rien ne bloque. En fait, ici, vous savez, dans des structures sérieuses, quand vous arrivez à organiser la prise de pouvoir, il faudrait qu'il y ait des documents qui accompagnent. Et c'est le travail qui est en train d'être fait par le membre ou les représentants de chaque membre du présidium. Sur fait ça. Maintenant, il s'est fait qu'il y a un projet de rapport. Il faut l'appeler comme ça, un projet de rapport qui est présenté, mais dont les leaders n'ont pas approuvé à l'unanimité ce projet de rapport. Pourquoi? Voilà. Parce que les rapports est fait par les humains, déjà. Donc, ils peuvent, des fois, par petit relâchement, omettre quelque chose, ou peut-être par relâchement, toujours ajouter d'autres. C'est pourquoi les deux présidents, notamment le président Moïse Katumbi et le président, ont demandé à ce que les comités restreints là puissent retravailler en vue de présenter la version finale. Rassurez-vous, dans la Mouka, tout va bien. Et il y aura ces passations civilisées. Et surtout un homme adulte. Vous estimez que tout va bien dans la Mouka, alors qu'il y a des faits qui démontrent à suffisance que les 4 leaders de la Mouka ne parlent plus les mêmes langages. Quel feu? Question désignation porte-parole de l'opposition. Katumbi, qui a la majorité des députés et des sénateurs, voit Jean-Pierre Bemba les bloquer en disant non, voilà, on doit partager les mandats. Katumbi accepte 2 ans, 2 ans. Élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Katumbi, toujours majoritaire, perd cette élection. Jean-Pierre Bemba, qui est minoritaire, gagne cette élection en complicité avec les FCC. Martin Fayoul vient avec les plans de sortie des crises. Katumbi Bemba ne disent mot, il y a peut-être lui-même et Mouzito qui fait semblant de les considérer. Est-ce qu'au regard de tous ces éléments, on peut aujourd'hui parler de la sincérité entre ces 4 leaders? Voilà, la sincérité est là, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en démocratie et la liberté de penser et d'opinion est garantie. Voilà. Et il faut déjà vous rappeler aussi que la question de porte-parole de l'opposition n'a jamais été discutée entre 4. N'a jamais été discuté entre 4. Et comment ils sont parvenus à se dire non, voilà, on va partager les 2 ans. Chacun a réagi et certains ont décidé de réagir ensemble. Ça, il faut le dire comme ça. J'ai même ouï dire en son temps, mon aîné, Daniel Safou, qui s'est présenté aussi comme candidat porte-parole. Donc, déjà, quand ensemble on ne discute pas sur ça, cette question-là est pratiquement non venue. Et de la question d'élection des rapporteurs adjoints, la politique voudra ce que tous les ambussiers s'expriment. L'Ensemble pour la République a présenté son candidat. Les MSA a présenté son candidat. Et au plus convaincant, les voix ont été données. C'était ça la réalité. Venons-en au plan de sortie des crises. Le plan de sortie des crises est proposé par qui? Monsieur le Président Martin Fayoul m'a dit. Au nom de la Mouka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À moins que vous m'amenez un élément où il disait qu'il présente son nom de au nom de la Mouka. Vous n'avez qu'à voir les communiqués qu'il avait adressés. J'ai ces communiqués-là avec moi. Il a présenté son plan de sortie des crises. L'enquête de ces communiqués est signée la Mouka. Voilà. La Mouka, c'est vous. La Mouka, c'est moi. Bon, vous êtes journaliste. La Mouka, c'est nous, le peuple. Moi, je peux dire aujourd'hui... Pas vous, le peuple, vous, militants, proches de Bemba, Katumbi, Fayoul, Mouzito. Le peuple est d'accord que quand on parle de la Mouka, on n'identifie pas une personne. On n'identifie pas une personne dans la Mouka. Preuve en est, il y a certains qui vont partir et d'autres vont venir. La Mouka, c'est toutes ces populations-là qui ont cru à l'idéal prôné par les 5 leaders, bien que certains sont partis. C'est en fait ça la réalité. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a de crise, dire qu'il y a séparation, il y a guerre, moi je dirais que c'est faux. Dans la Mouka, tout va bien. Sauf que, comme certains le disent, comme certains le pensent, la liberté de penser est toujours garantie et consacrée dans la Mouka. Opinez, réagissez. Mais quand il faut repenser ou quand il faut penser République, nous mettons tous nos égos à côté et nous pensons République. C'est pourquoi vous avez vu les 5 leaders s'outrepasser, mettre de côté leur intérêt personnel pour prôner ou pour mettre à la tête. Mais justement, parmi eux, il y avait ceux qui étaient bloqués. Comme Katumbi. À l'époque, il n'était peut-être pas autorisé à rentrer ici au pays. Jean-Pierre Bemba avec ses problèmes au niveau de la CPI. Vous pensez que le président Moïse a soutenu
le président Fayoul parce qu'il avait des incompétences. Par contrainte peut-être. Non. Le président Jean-Pierre Bemba était candidat. Il a versé son argent là. Il a versé son argent, mais après, il a été invalidé. Voilà. C'est pas parce qu'on a rejeté sa candidature qu'il, déjà, il était incompétiteur. Il faut le dire comme ça. Et pour le président... Mais justement, les choix de Martin Fayoul comme candidat commun. Vous savez, l'avantage que nous avons, nous, dans la Mouka, c'est que la liberté de penser est consacrée. Personne n'a forcé. Un peu comme au FCC. Non, là-bas, c'est Kingakat qui dicte le mot. Donc, quand quelqu'un a un point de vue, il l'exprime. Mais quand il faudrait discuter et on dit, bon, voilà, ça, je pense que contrairement à ce que j'ai dit là-bas, je pense qu'on devait faire ça. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que dans la Mouka, tout va bien, Hervé. Ah, ça, ce ne sont que des déclarations politiques. Pensez-vous aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi à l'époque étaient partants pour les élections, ils allaient s'effacer au profit de Martin Fayoul? Vous savez, je crois à une chose, je crois à la réalité du destin. Si le destin était que ça devait être le président Martin Fayoul, ça devait être lui. Quelles que soient les réalités, ça devait être lui. Tout comme si le destin décide qu'en 2023, que ce ne soit pas lui, que ce soit le président, Moïse ou le président Jean-Pierre Bemba, ça sera celui qui va être 2023, ce qui est vrai, chacun fera cavalier solitaire. Là, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, j'ai même suivi Mike Mukeba le dire. En 2023, en tout cas, Moïse Katumbi va prendre sa direction. C'est ce que je vous ai dit. Les opinions personnelles peuvent être émises. Oui, nous sommes en démocratie. Chacun imagine. Mais attendons 2023, Hervé. Si en 2023, chacun de ces leaders-là va cavaler seul, nous allons revenir ici et probablement vous donner les raisons du pourquoi. Alors aujourd'hui, après ces reports, en ce qui concerne la remise et reprise, qu'est-ce que la MOCA compte faire aujourd'hui? Nous attendons d'abord que le président Martin Fayoul puisse prendre les pouvoirs. Il va annoncer la série d'actions qu'il va entreprendre. Et je pense que nous allons les soutenir. Et la remise et reprise en question est prévue pour quand? En tout cas, ça ne peut que durer. Déjà, cette semaine, ils sont en train de travailler. Je crois que d'ici la fin de la semaine, nous aurons le rapport final. Alors, pendant ce temps, il y a aussi Franck Diongo qui a annoncé une plainte contre Joseph Kabila. Après Pascal Mokuna, Franck Diongo veut aussi, je dirais, emprunter les voies de Pascal Mokuna. Quelle chance accordez-vous aujourd'hui à cette procédure? Bon, voilà, moi, je pense que les actions sont bonnes. Les plaintes et tout. C'est vraiment des actions souhaitables. Mais pour aboutir à quoi? C'est en fait ça la question. Vous avez cité ici qu'il y a déjà une plainte en vue de l'évêque Pascal Mokuna. Quelle a été la conséquence? Est-ce que vous avez vu les procureurs pour la Cour de cassation demander ne serait-ce qu'on lève l'immunité de monsieur le sénateur à vie pour qu'il soit poursuivi? C'est en fait ça la question. Il y en aura comme ça une dizaine, une vingtaine. Mais pour avoir quoi comme résultat? Nous voulons du concret, nous. Nous voulons du pragmatique. Oui, mais du concret, c'est aussi aller saisir la justice. Mais quand la justice ne travaille pas, nous allons continuer à saisir. C'est en fait ça la question. Nous allons vraiment continuer à saisir alors que la justice ne travaille pas. Donc nous pensons, nous, qu'il est plus qu'opportun actuellement de demander à ceux qui nous gèrent de mieux gérer et de faire en sorte que le peuple se retrouve dans leur gouvernance. Mais vous qui êtes dans l'opposition, vous ne savez pas le faire. Est-ce que nous avons travaillé pour qu'eux puissent bénéficier de nos idées pour travailler? Ils ont lutté comme nous. Nous étions avec eux dans l'opposition. Mais vous n'arrivez pas à bousculer les pouvoirs en place. Non. Bousculer, c'est trop dur. Nous critiquons. Nous l'avons dit qu'il a pris des ordonnances qui ont violé intempestivement la Constitution de façon continuelle. Et maintenant, à eux, à ces services de comprendre qu'ils ont mal fait. Très bien. L'émission est terminée. Maître... Monsieur Jonathan, vous avez oublié, vous avez plutôt refusé qu'on puisse vous appeler sur ces plateaux, maître. C'est la réalité. L'émission est terminée, la caméra est devant vous. Un dernier message au public et puis vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Je pense qu'au travers de mes idées, j'ai contribué tant soit peu à l'avancement de la République parce que nous n'avons que cette République comme État. Et pour tous ceux qui voudront bien nous donner leurs suggestions et réactions, nous sommes au plus 243 81 35 21 391. Maître Jonathan, merci de votre passage. Merci également à vous. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au nom Néhémie Jacob, l'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.